Le meilleur réfrigérateur que vous pouvez acheter cette année a probablement été fabriqué avant la naissance de vos enfants. Même constat pour le meilleur lave-linge, le meilleur aspirateur ou le robot pâtissier ultime. Tous ces appareils dorment en ce moment même dans des garages, des caves, sur le bon coin ou au fond d'un hangar Emmaüs au bout de votre rue. Ils coûtent 3 à 4 fois moins cher que cette machine rutilante pour laquelle vous vous apprêtez à signer un paiement en 4 fois sans frais chez Darty ou Boulanger. Et le pire, c'est qu'ils vont lui survivre de 20 ans. Pourtant, personne ne vous dit où les chercher. Aujourd'hui, on va changer ça. Je vais vous guider pas à pas à travers les circuits et les astuces pour dénicher ces perles mécaniques qui fonctionnent mieux que n'importe quelle nouveauté blindée d'électronique. On va voir ensemble ce qu'il faut inspecter avant de sortir les billets, quelles catégories d'appareils sont de l'or en barre et lesquels ne valent pas votre temps. Restez avec moi, on va faire de la vraie ingénierie de terrain. Si vous suivez cette chaîne, vous connaissez déjà le refrain. Autour des années 2010, l'industrie de l'électroménager a arrêté de fabriquer des outils pour se mettre à vendre des abonnements déguisés. Tambour de lave-linge thermosoudé impossible à ouvrir, carte électronique propriétaire vendue au prix de l'appareil neuf, puce de verrouillage qui bloque les pièces de rechange. Et bandeau tactile programmé pour lâcher juste après la fin de la garantie légale de 2 ans. Avant, c'était une autre histoire. Prenez un lave-linge des années 90, il n'y a pas 12 systèmes interconnectés, il y en a 4. Un moteur, un interrupteur mécanique, une courroie, une cuve. Quand quelque chose flanche, un réparateur du coin ou vous-même avec un simple tournevis réglez le problème en 1 heure. Les pièces sont standardisées, les commandes sont des boutons rotatifs robustes. Pas de puce de silicium qui grille à la première surtension d'Enedis. Pas d'application smartphone obsolète qui refuse de se connecter un mardi matin parce que le serveur de la marque a fermé. Ce n'est pas de la nostalgie de comptoir. C'est de la pure logique industrielle. Ces anciens appareils ont été conçus par des ingénieurs qui devaient apposer le nom de leur entreprise sur la boîte et en assumer la responsabilité. À cette époque, les fabricants se livraient concurrence sur la durée de vie de la machine, pas sur la manière de raccourcir la garantie au minimum légal. La réparabilité était la norme par défaut, pas l'exception marketing. Et ces machines sont partout autour de nous en France. Le plus beau, c'est que la plupart des gens qui les vendent dans les vides-greniers du dimanche ou lors des successions n'ont absolument aucune idée de la mine d'or qu'ils ont entre les mains. Ils y voient du vieux matériel encombrant, alors que c'est le summum de la fiabilité mécanique. On va réapprendre ensemble à lire le métal plutôt que l'étiquette, à soupeser le poids de la fonte ou de l'acier épais face au plastique injecté des emballages clinquants. C'est le seul moyen de reprendre le contrôle de votre budget cuisine et de ne plus vous faire avoir par la grande distribution. Commençons par cartographier les endroits réels où se cachent ces trésors en France, avant de décortiquer ce qu'il faut fuir à tout prix et ce qu'il faut traquer. Le premier gisement, le plus pur, c'est ce qu'on appelle les vides maisons, ou les successions gérées par les commissaires-priseurs locaux et les agences de débarras. Quelqu'un s'estime, la famille habite à l'autre bout du pays, parfois en région parisienne alors que la maison est en province. Ils embauchent une société pour vider les lieux en un week-end, avant la mise en vente de la maison. Tout ce qui est à l'intérieur est étiqueté à la va-vite, la cuisine, la buanderie, le garage, la cave. C'est là que dort le lave-linge qui n'a tourné que 2 fois par semaine pendant 30 ans, le réfrigérateur qui ronronne sagement depuis 1991, ou le robot de cuisine qui a pétri la brioche du dimanche depuis des décennies. La famille veut juste s'en débarrasser, et l'entreprise de débarras y reconnaît rien en ingénierie culinaire. Ils évaluent toute une cuisine en 15 minutes chrono. Un lave-linge des belles années de la manufacture française ou allemande est affiché à 50 €. Un robot pâtissier lourd en métal à 60 €. Un aspirateur traîneau increvable à 20 €. Ce ne sont pas des prix d'enchères de collectionneurs, ce sont des prix pour vider la pièce avant le dimanche soir. Pour les trouver, oubliez les algorithmes complexes, regardez les petites affiches sur les poteaux de votre commune, les sites d'annonces locales de vide-maison ou les calendriers des brocantes de votre département. Vous vous y pointez le samedi matin, de bonne heure, avec du liquide en poche. Les vrais connaisseurs raflent les meilleures machines dans les 90 premières minutes. Le deuxième terrain de chasse, c'est évidemment le Bon Coin. C'est le plus grand marché d'appareils d'occasion de l'Hexagone. Mais il faut savoir lire entre les lignes car la majorité des vendeurs n'ont aucune idée de la valeur technique de ce qu'ils cèdent. Prenons un cas classique. Une femme aide sa mère âgée à déménager dans un EHPAD. Dans la buanderie de la maison familiale,
il y a un lave-linge increvable acheté à la fin des années 90 ou au début des années 2000. La fille ne veut pas s'en encombrer dans son appartement en centre-ville, elle le met en ligne à 60 € parce que c'est le prix qui lui semble correct pour du vieux matériel. Elle ignore que cette machine a coûté l'équivalent d'1 mois de salaire à l'époque et elle ignore surtout qu'elle est construite pour durer plus longtemps que n'importe quel modèle à 800 € vendu aujourd'hui chez Boulanger ou Conforama. Elle veut juste que le garage soit vide pour le week-end. Pour débusquer ces pépites, vos mots-clés de recherche doivent être précis. Tapez ancien lave-linge, vieux frigo, increvable, mécanique ou des noms de gamme professionnels ou robustes d'époque. Élargissez votre rayon de recherche à 50 km autour de chez vous, surtout vers les zones rurales ou pavillonnaires installées depuis longtemps, et scrollez régulièrement. La bonne machine finit toujours par apparaître. Quand vous envoyez un message au vendeur, posez 3 questions simples mais cruciales. Quel âge a l'appareil? Est-ce qu'il tourne parfaitement sur tous les cycles? Et surtout, pourquoi vous en séparez-vous? La réponse à cette dernière question vous dira tout. Si on vous répond « on vide la maison de mamie, on déménage dans un logement déjà équipé ou on passe à une cuisine intégrée », vous êtes sur une piste en or. Si on vous dit « il a commencé à faire un petit bruit bizarre à l'essorage », passez votre chemin sans regret. Troisième option, les dépôts-ventes traditionnels, les hangars Emmaüs et les ressourceries de quartier. C'est le paradis pour le petit équipement culinaire et les arts de la table qui traversent les âges. C'est là que s'entassent les plats en véritable verre borosilicate d'avant 1998, l'époque où la fabrication française garantissait une résistance thermique exceptionnelle. Bien avant que les usines ne basculent massivement vers le verre sodo-calcique trempé, beaucoup plus sensible au choc thermique et sujet aux explosions instantanées dans le four. C'est là aussi que vous trouverez les cafetières à percolation en acier inoxydable lourd des années 60, les grille-pains mécaniques à levier en acier chromé des années 50, et les poêles et cocottes en fonte noire patinées par 3 générations de cuisine familiale. La plupart de ces structures caritatives ou de seconde main trient ces objets comme du simple bazar de cuisine sans valeur. Un plat à gratin qui se négocie au prix fort sur les sites de brocante en ligne est posé sur une étagère poussiéreuse pour 3 €. Une poêle en fonte lourde d'une fonderie historique dort à côté d'un faitout en aluminium mince pour 5 €. Il faut y aller régulièrement, idéalement en semaine ou le samedi matin dès l'ouverture, car c'est à ce moment-là que les rayons sont réapprovisionnés après les tris de la semaine, point pour les gros appareils. Si vous ne voulez pas prendre le moindre risque avec des particuliers, il existe une 4e voie, le revendeur indépendant ou l'atelier d'insertion spécialisé dans le reconditionnement d'électroménagers, comme le réseau Envie en France. Ce sont des techniciens qui récupèrent les machines issues des circuits de collecte ou des successions, les démontent entièrement dans leurs ateliers sur la zone industrielle ou en périphérie des villes, remplacent les pièces d'usure comme les roulements, les joints ou les charbons des moteurs, testent chaque programme sur banc d'essai et revendent le tout avec une vraie garantie de 6 mois à 1 an. Vous paierez évidemment plus cher ici que dans un vide-maison. Un lave-linge mécanique révisé de fond en comble pourra vous coûter 150 à 200 € au lieu de 40 € chez un particulier sur le Bon Coin. Mais la machine a été validée par un pro, les joints de cuve sont neufs, la résistance de chauffe est détartrée et le cordon d'alimentation est sécurisé. Pour ceux qui veulent la tranquillité d'esprit sans cautionner le jetable des grandes enseignes, c'est le chemin parfait. Pour les dénicher, une recherche locale avec les termes électroménager d'occasion rénové ou atelier de réparation solidaire suivi de votre ville vous donnera les bonnes adresses. Regardez les avis des clients. Les ateliers sérieux ont des habitués qui reviennent chercher des conseils ou de petites pièces 10 ans après leur premier achat. Entrons maintenant dans le vif du sujet et parlons de l'envers du décor. Pour comprendre pourquoi les machines modernes tombent en panne si vite, il faut analyser la transformation radicale de l'industrie. Prenez l'exemple flagrant du géant français SEB, une entreprise historique qui a construit sa réputation sur la cocotte minute en aluminium coulé épais et en acier inoxydable de haute qualité. Un objet conçu pour durer 50 ans sur les plaques de cuisson de nos grands-mères. Au fil des décennies, pour satisfaire la logique des marchés financiers et maintenir une croissance trimestrielle agressive, le groupe a absorbé des dizaines de marques emblématiques. Moulinex, Krups, Rowenta, Tefal, Lagostina. Qu'est-ce qui se passe après une telle concentration? Les ingénieurs cèdent la place aux financiers et aux chefs de produits marketing. On rationalise, on standardise par le bas, on allège les composants pour économiser des centimes sur des millions d'unités.
Regardons de près ce que cela donne dans nos cuisines. Prenez les poêles et casseroles à revêtement anti-adhésif qui inondent les rayons de Carrefour, de Leclerc ou de Darty sous la bannière de marque, autrefois synonyme de durabilité. Le marketing vous vante des innovations spatiales, des particules de titane, des revêtements en céramique écologique d'une pureté absolue. En pratique, que constatent les réparateurs et les laboratoires indépendants? Ces poêles légères sont embouties dans des feuilles d'aluminium de plus en plus fines, parfois moins de 2 mm d'épaisseur. Sous l'effet des chocs thermiques répétés sur nos plaques vitrocéramiques ou à induction, le fond de la poêle se déforme, devient bombé, et la chaleur ne se répartit plus de manière uniforme. Pire encore, le fameux revêtement anti-adhésif commence à s'écailler, à se rayer ou à cloquer au bout de 12 à 18 mois d'utilisation quotidienne, même si vous n'utilisez que des spatules en bois. Dès que la base en aluminium est à nu, la poêle est bonne pour la décharge publique, faisons le calcul financier brut, celui que les enseignes ne veulent pas que vous fassiez devant le rayon. Vous achetez une poêle design à revêtement innovant en promotion à 45 € chez un grand distributeur. Elle dure 1 an et demi avant de coller et de peler. Son coût par année de service est de 30 €. Sur une période de 20 ans, en la remplaçant à chaque fois qu'elle devient inutilisable ou potentiellement toxique à cause des microplastiques ou des composés chimiques dégradés, vous aurez dépensé 600 €. C'est le prix d'un équipement de niveau grand chef de restaurant étoilé. Et tout ça pour cuisiner sur de l'aluminium bas de gamme qui brûle vos escalopes de veau au centre et les laisse crues sur les bords. Le verdict des experts en métallurgie est cinglant. Vous payez le budget publicitaire télévisé de la marque, pas la densité du métal. Le cas des petits appareils de préparation culinaire est encore plus flagrant. Pensez aux robots de cuisine jetables vendus sous des marques autrefois prestigieuses, mais dont la production a été délocalisée à bas coût. Prenons un mixeur plongeant ou un batteur électrique d'entrée de gamme acheté 40 € dans une grande surface. À l'intérieur de la coque en plastique brillant, que trouve-t-on? Les engrenages qui transmettent la force du moteur au fouet ou aux lames ne sont plus en acier trempé ni même en laiton, ils sont en nylon moulé ou en plastique fin. Le premier jour, pour monter des blancs en neige, tout va bien. Mais le jour où vous essayez de mélanger une pâte un peu dense, comme une pâte à brioche ou une pâte à pain un dimanche matin, le moteur surchauffe instantanément. Les dents de l'engrenage en plastique se lissent sous l'effort, la poignée devient brûlante, une odeur de bakélite grillée envahit la cuisine, et l'appareil s'arrête définitivement. Vous retournez au magasin, on vous explique poliment que la pièce interne n'est pas détaillée par le fabricant, que la cuve ou le bloc moteur est scellé en usine et que la réparation coûterait plus cher qu'un appareil neuf. L'appareil finit à la benne de recyclage après seulement 10 ou 15 heures d'utilisation réelle. C'est le triomphe de l'obsolescence structurelle sur le bon sens paysan, mais le sommet du cynisme industriel est atteint dans le domaine du gros électroménager, et particulièrement avec les marques asiatiques comme Samsung ou LG, qui ont cassé les prix du marché au début des années 2010 en introduisant des écrans tactiles, des connexions Wi-Fi et des designs futuristes dans nos cuisines et nos buanderies. Ces machines sont de véritables bombes à retardement pour le budget des ménages. Prenons un lave-linge moderne de ces marques, acheté en pensant bien faire autour de 700 ou 800 €, parfois à crédit ou en profitant d'une offre de remboursement. Visuellement, c'est magnifique. Des mélodies agréables quand le cycle se termine, un écran couleur digne d'une tablette, des dizaines de programmes gérés par une intelligence artificielle de surface. En réalité, sous la carrosserie en tôle fine, le tambour en acier est inséré dans une cuve en plastique scellée d'un seul bloc en usine, dans une machine à laver. La pièce qui lâche le plus souvent à cause de la vitesse d'essorage à 1400 tours par minute et du poids du linge mouillé, ce sont les roulements à billes qui permettent au tambour de tourner de manière fluide. Sur une machine d'ancienne génération, changer ces roulements prenait 2 heures et coûtait une quinzaine d'euros de pièces standards chez le quincaillier du coin. Sur ces modèles modernes scellés, il est impossible d'accéder au roulement sans scier littéralement la cuve en deux. Le protocole officiel du fabricant impose de remplacer l'ensemble du bloc laveur, cuve, tambour et axe de transmission. La pièce de rechange est facturée 350 €, auquel il faut ajouter 2 heures de main-d'œuvre qualifiée à 80 € de l'heure. Le devis atteint des sommets, dépassant souvent le prix d'achat d'une machine neuve en promotion chez un discounter, ou sur Cdiscount, et ce n'est pas tout. Ces appareils embarquent des cartes de puissance électronique placées en bas de la machine, à proximité des vibrations du moteur et des variations d'humidité de la pièce.
Un simple condensateur à 50 centimes d'euros qui sèche ou qui grille à cause de la chaleur du cycle de lavage à 60 degrés, et c'est toute la machine qui refuse de s'allumer. La marque refuse de détailler les composants de la carte électronique, elle vend le module complet pour 250 euros et applique un verrouillage logiciel qui nécessite une console technique propriétaire pour appairer la nouvelle carte au moteur. Si vous n'avez pas le code du fabricant, la machine reste bloquée. C'est ce que les associations de consommateurs et les réparateurs indépendants dénoncent régulièrement lors des enquêtes sur l'indice de réparabilité. Une stratégie délibérée pour décourager la réparation et pousser au rachat compulsif. Faisons la conversion financière pour un ménage français moyen qui compte ses euros. Votre machine connectée à 750 euros lâche au bout de 5 ans et demi, juste après l'extension de garantie optionnelle que le vendeur vous a poussé à souscrire. Elle est irréparable économiquement. Son coût par année de service est de 136 euros. Si vous gardez ce rythme sur une vie d'adulte, vous allez dépenser des milliers d'euros uniquement pour laver votre linge, sans compter l'impact écologique de ces montagnes de déchets techniques qui partent à l'autre bout du monde. C'est une saignée financière permanente, masquée par des promesses d'économie d'énergie de classe accueillime, qui ne compenseront jamais le coût de remplacement prématuré de l'appareil. Le marketing de la modernité vous fait croire que vous achetez du confort, alors que vous signez simplement un chèque récurrent pour remplacer du jetable de luxe. Vous n'êtes pas responsable de ces pannes, vous êtes la victime d'un système industriel parfaitement rodé qui a éliminé la réparabilité pour maintenir ses cadences de production. Passons maintenant du côté de la lumière. Il existe des alternatives concrètes, des marques et des objets qui méritent chaque euro inscrit sur leur étiquette parce qu'ils ont été conçus avec une logique d'ingénieur et non de financier. Le premier exemple, le plus accessible et pourtant le plus indestructible de l'histoire culinaire française, c'est la poêle en acier ou en tôle de fer de chez Debaillère, une manufacture installée au Val d'Ajol dans les Vosges depuis 1830. Prenons leur modèle emblématique, la Minéral B. Pas de revêtement chimique, pas de téflon, pas de céramique publicitaire. C'est simplement une feuille de fer pure de 2,5 à 3 mm d'épaisseur, emboutie et protégée par de la cire d'abeille naturelle. Quand vous la déballez, elle est grise et brillante. Plus vous cuisinez avec, plus elle devient noire, moche et parfaitement anti-adhésive grâce au culottage naturel, cette polymérisation des graisses sur le métal. À l'usage, la sensation est unique. C'est l'outil parfait pour saisir des pommes de terre sarladaises ou un steak saignant. L'épaisseur du fer accumule la chaleur et provoque une réaction de Maillard parfaite, impossible à obtenir sur une poêle mince de supermarché. Côté prix, on touche au sublime. Une poêle de billet de 28 cm coûte environ 40 euros dans les boutiques spécialisées comme Dubruit dans la cuisine ou sur les marketplaces françaises. Sa durée de vie, elle est infinie. Si vous la faites brûler ou si elle rouille parce qu'un invité l'a mise au lave-vaisselle, il suffit de la frotter à la paille de fer et de refaire un culottage. Elle repart pour 30 ans. Faisons le calcul. 40 euros divisé par une durée de vie prudente de 40 ans, cela nous donne un coût par année de service de 1 euro tout rond. Le seul point faible à accepter, c'est son poids conséquent en main et le fait qu'elle demande un entretien strict. Interdiction absolue de la passer au lave-vaisselle ou de la laisser tremper dans l'évier sous peine de rouille. C'est un contrat mécanique entre l'objet et vous, dans la même logique de durabilité totale, mais pour les plats mijotés, il faut impérativement se tourner vers le patrimoine de la fonte émaillée française avec le creuset. Fondu à Fresnoy-le-Grand dans l'Aisne, ou Staub, fabriqué en Alsace. Une cocotte traditionnelle de ces maisons, c'est un bloc de fonte de haute densité d'une épaisseur massive, recouvert de plusieurs couches d'émail vitrifiées à haute température. La fonte possède une inertie thermique colossale. Elle met du temps à chauffer sur votre plaque à induction ou votre piano à gaz, mais une fois à température, elle restitue la chaleur de manière parfaitement homogène pendant des heures. Ce qui est le secret absolu pour réussir une blanquette de veau du dimanche ou un bœuf bourguignon. Le nettoyage est un jeu d'enfant grâce à la vitrification de l'émail qui n'absorbe ni les odeurs ni les graisses. Parlons d'argent sans tabou. Une cocotte Le Creuset ou Staub de taille familiale se négocie entre 250 et 350 euros neuve aux Galeries Lafayette Maison ou au Bon Marché. Pour un jeune ménage, c'est un investissement lourd, l'équivalent d'un budget de Noël ou de plusieurs dizaines d'heures de travail au SMIC. Mais regardons les chiffres réels. Ces cocottes sont assorties d'une garantie à vie par le fabricant. Elles traversent les générations. La cocotte que vous achetez aujourd'hui servira à vos petits-enfants. Si on calcule son coût sur 50 ans de service, elle revient à moins de 6 euros par an.
C'est 6 fois moins cher à l'année qu'un faitout en aluminium coloré à 40 € acheté chez Conforama qui finira déformé et inutilisable au bout de 3 ans. C'est le paroxysme de l'achat réfléchi. Son seul défaut, c'est évidemment sa masse physique. Elle est lourde à porter à bout de bras quand elle est pleine, mais c'est précisément ce poids qui garantit une cuisson incomparable. Pour la préparation et la pâtisserie. Si on quitte le domaine des ustensiles de cuisson pour aller vers le petit électroménager mécanique, la référence absolue reste le robot pâtissier KitchenAid dans ses versions classiques. Particulièrement les modèles dont la conception remonte à l'ère où la marque appartenait à la société Hobart avant 1986, ou les modèles artisanes actuels qui respectent scrupuleusement la même architecture interne. Contrairement aux robots modernes en plastique dont nous parlions, le KitchenAid est entièrement moulé dans un alliage de zinc et d'acier lourd. À l'intérieur du bloc moteur à transmission directe, pas de courroie qui patine ni d'engrenage en nylon jetable. Toutes les roues crantées sont en acier trempé ou en laiton usiné. Lorsque le crochet pétrit une pâte à pain lourde et compacte, le moteur de 300 watts ne faiblit jamais car sa puissance est transmise directement aux outils sans démultiplication artificielle. Les réparateurs indépendants adorent cette machine parce qu'elle est entièrement démontable. Chaque vis, chaque pignon, chaque charbon du moteur est disponible au détail pour quelques euros sur les sites de pièces détachées ou chez le réparateur de quartier. Si un engrenage de sécurité finit par s'user après 15 ans de bons et loyaux services pour protéger le moteur d'une surcharge, la pièce coûte moins de 15 € et se remplace en 30 minutes avec des outils de base. Un modèle artisan ou classique coûte entre 400 et 550 € chez Boulanger ou Darty. C'est un coût initial important, mais cette machine affiche une longévité vérifiée en laboratoire et sur le terrain de 30 à 40 ans sans broncher. Son coût annuel de service se situe autour de 12 €. C'est l'outil d'une vie. Un objet lourd qui ne bouge pas d'1 millimètre sur le plan de travail de la cuisine et qui encaisse les décennies sans prendre une ride électronique. Terminons ce tour d'horizon des valeurs sûres par un appareil du quotidien souvent maltraité par l'eau. Obsolescence. Le grille-pain. Au lieu d'acheter un modèle en plastique jetable, doté d'un afficheur digital inutile à 30 € qui rendra l'âme dès qu'un ressort interne lâchera, la recommandation des experts se tourne vers la marque britannique Dualit. Et plus précisément leur gamme classique, assemblée à la main en Angleterre depuis des décennies et disponible en France, dans les enseignes spécialisées ou les grands magasins. Le Dualit classique est un monument d'ingénierie mécanique. Son châssis est en fonte d'aluminium et en acier inoxydable épais. Il n'embarque aucune carte électronique. La minuterie est un pur système mécanique à horlogerie que l'on tourne à la main. Vous entendez le tic-tac caractéristique pendant la cuisson. Le secret de sa longévité réside dans ces éléments chauffants brevetés appelés Pro-Heat. Ils sont recouverts d'une couche de mica protectrice qui protège les filaments des projections et de l'humidité. Si après 20 ans d'utilisation intensive, un élément chauffant finit par rendre l'âme, l'appareil n'est pas bon pour la poubelle. Toutes les pièces, des commutateurs rotatifs aux résistances, sont vissées et connectées par des cosses standards. On peut tout remplacer individuellement. Neuf, ce grille-pain coûte environ 250 €. C'est un prix qui peut sembler exorbitant pour faire griller des tartines de pain de campagne. Pourtant, calculé sur une durée de vie de 30 ans, son coût annuel tombe à un peu plus de 8 €. C'est l'assurance de ne plus jamais avoir à racheter un grille-pain de votre vie d'adulte.